Alors, cette première table ronde a pour objet les Legal Tech, des outils pour l'exercice des avocats. Comme l'a signalé notre confrère Mathieu à l'instant, vous le savez, depuis 2016, nous avons la possibilité, en qualité d'avocat, de développer des activités commerciales à partir du moment où c'est connexe à notre activité. Bien sûr, on le sait, il y a des critères. Je lisais encore tout à l'heure le rapport du CNB qui a été rendu par Audrey Chemouli, qui précise vraiment les conditions et comment lancer. Donc on a un vrai guide pratique pour lancer cette activité. On sait que soit on peut lancer cette activité à l'intérieur du cabinet, soit on peut créer des sociétés dédiées à côté afin de pouvoir développer bien sûr l'activité, chercher du financement et bien sûr lancer le produit. Alors là, l'objectif de cette table ronde, vous avez vu, elle est dense. Nous avons beaucoup de confrères qui ont lancé des produits différents et on voit que il y a deux axes forts, j'ai envie de dire, qui se dégagent des solutions qu'ils ont développées, qui sont en train de développer. On voit que d'un côté, il y a certaines solutions qui sont dirigées pour les confrères, pour faciliter les mises en relation, faciliter le lien entre les confrères, et d'autres outils qui sont peut-être plus destinés à la relation entre les avocats et leurs clients. Donc, si ça vous va, je vais vous interroger chacun à votre tour afin de vous demander comment concrètement vous avez eu l'idée, dans un premier temps, de développer votre solution, comment vous l'avez mis en œuvre, quelles interrogations vous êtes posées et à quel stade de développement vous êtes à l'heure actuelle. Je pense que ce premier tour de table de chacun permettra à nos confrères ici de voir un petit peu les outils que vous développez. Et ensuite, bien sûr, il y aura énormément de questions, je suppose, qui vont ressortir de vos échanges et de vos présentations. Donc, on regardera ça dans un second temps. Alors, j'ai envie de dire, nous allons commencer par le début avec avec Emeline qui donc développe la solution Fredag. Emeline, je vais te laisser nous expliquer un petit peu la solution que tu développes, un petit peu de formation, comme tu me l'indiquais, pour les confrères. Je fais une activité qui s'appelle la fiscalité. Ah, plus près, c'est ça. Je suis fiscaliste. C'est clairement pas la matière la plus facile pour les gens. Et je me suis effectivement aperçue que souvent, j'agissais plus en tant que pompier, plus que en tant que conseil dès le départ. Ce qui était dommage, c'est j'étais face à de nombreuses personnes qui, par exemple, ont voulu faire de l'investissement fiscal, tout simplement la défiscalisation, notamment beaucoup dans l'immobilier, et qui revenaient, qui s'étaient fait complètement avoir par leurs conseils. Et l'objectif pour moi, c'était de me dire quelle est la solution que je peux trouver pour les informer en amont, pour qu'ils soient en capacité de comprendre ce qui se cache par exemple derrière un Pinel, derrière un déficit foncier, des choses comme ça, de façon facile, vulgarisée, parce que c'est vrai que la fiscalité, c'est quand même pas la matière la plus intéressante. Donc j'ai effectivement eu l'idée de développer Fredag. Alors dans les questions que tu posais, c'est au tout début, vous avez entre guillemets l'exclusivité, puisque grâce à la superbe réaction d'un imprimeur montpelliérain, les cartes de visite sont sorties aujourd'hui. Toute l'ADA a été refaite. Donc voilà, c'est l'exclusivité, mais c'est effectivement en cours de développement. Donc, par contre, si vous souhaitez co-construire le projet, l'idée, c'est de permettre aussi aux confrères qui le souhaitent de pouvoir les aider en développant une plateforme pour de faciliter aussi la transmission du droit et la formation également à leurs clients s'ils le souhaitent. Parce que la fiscalité, c'est sympa, mais il y a d'autres choses à faire. Donc voilà. J'ai tout dit. Oui, merci pour cette présentation. Justine, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le projet entre confrères et notamment l'évolution un petit peu qu'il y a eu récemment, que tu m'expliquais l'autre jour? Alors moi, je représente Marie Duhaut, qui est avocate et qui a créé Entre Confrères. Donc là, effectivement, on vient de changer d'activité pour devenir un cabinet de conseil dédié aux avocats. Et du conseil surtout en innovation. On s'occupe aussi de la carrière, de l'organisation du cabinet, de la croissance et donc de l'innovation. Donc pour parler d'innovation, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a des pratiques, des méthodes qui sont appliquées dans d'autres secteurs qui peuvent être appliquées au cabinet d'avocats pour les aider en termes d'organisation, de relations clients, en termes de productivité. Donc on a choisi une nouvelle technologie, une nouvelle solution pour proposer des outils sur mesure, à moindre coût et dans des délais réduits aux avocats. Donc voilà l'activité d'Entre Confrères, la nouvelle activité.
Merci beaucoup, Justine. Corinne, pour Inc Avocat. Donc toi, tu as développé cette solution à Montpellier. C'est très récent. Tu as eu un prix, si je ne me trompe pas. Je te laisse nous expliquer. Alors, donc moi j'ai développé Inc Avocat parce que en tant qu'avocat tourné vers les particuliers, puisque je fais du droit pénal et du droit de la famille, je rencontrais des difficultés pour collecter les pièces de mes clients. Un rendez-vous client classique se termine par une liste de pièces que je remets ou que j'envoie par mail, mais peu importe. Le client a souvent une ou deux pièces sur lui, et puis ensuite, au fil de ses envies et de ses oublis, je vais recevoir un peu par la poste, un peu par mail, un peu quelques SMS, souvent des formats photos, souvent du page à page aussi, ce qui m'oblige à un exercice de reconstitution d'un véritable puzzle qui me prend beaucoup de temps, et je voulais sortir de cette difficulté-là et consacrer ce temps plus valablement, puisque c'est un temps qui n'a aucune valeur ajoutée. Et aujourd'hui, avec l'application Inc Avocat, une solution est mise en œuvre pour que le client transmette facilement ses pièces et que l'avocat reçoive les pièces dans l'ordre demandé, que du format PDF et plus de page à page, mais des documents en entier. Est-ce que éventuellement, je crois que tu avais passé les slides, tu veux faire une démonstration? Je sais que Gaël aussi avait des choses. Sur les slides, il n'y a pas vraiment de démonstration, il y a une explication. Là, on met la dernière main sur le développement du scanner, mais on est au point. Juste ce week-end, le développeur s'occupe de terminer. Donc du coup, l'application n'est pas accessible aujourd'hui, mais ceux qui veulent une démonstration, on pourra laissez-nous un mail et on pourra vous envoyer un lien pour que vous puissiez télécharger très rapidement. Merci Corinne. Ganaël, alors toi tu as développé Applicab. Alors pareil, tu m'as laissé les slides, tu veux que je les mette? Ça marche. Vous m'entendez? Ouais. L'idée d'Applicab, c'est que j'avais au cabinet, moi aussi je travaille pour des particuliers, un contentieux de masse qui devait rapporter beaucoup d'argent, qui en fait a failli me faire couler. Et j'avais la difficulté, c'est que j'avais beaucoup de clients, beaucoup de dossiers, l'obligation de les mener jusqu'au bout, mais aussi l'obligation de survivre, et donc de trouver des méthodes de travail plus rentables, plus efficaces, plus productives, et une vraie remise en question de comment on fait notre job, parce qu'on est presque sacrifié, mais il y a aussi des réalités économiques. Et donc l'idée, ça a été de créer un workflow, la liste de toutes les tâches que je vais faire. Il y en a, vous savez, 110. Quand on fait du contentieux, ça va de la convention d'ONO à l'assignation, la mise en état, l'exécution, la CARPA et tout ça. Et donc, on a une liste de toutes les étapes que l'on va devoir accomplir. Évidemment, la liste évolue selon le type de procédure, appel, etc. Et le client voit en temps réel le stade d'avancement, parce que la tâche, elle est à faire, où elle est faite, et le client a accès à cette information. Ça veut dire qu'on n'a plus de malentrant pour nous dire où en est mon dossier. Le client, il a accès à la liste, au calendrier de son affaire, et on a poussé le vice assez loin, c'est que il y a des modèles de mails qui sont prêts à être envoyés au client. Alors, on peut les modifier, on peut les personnaliser, mais l'essentiel de l'info, on l'écrit qu'une fois. On n'explique qu'une fois la mise en état, on n'explique qu'une fois ce qu'est l'article 700, et on le réutilise pour tous les dossiers, et on peut peaufiner si on a des choses particulières à lui dire. En temps, on a mesuré qu'on fait moins 25, moins 30% de temps sur les dossiers. Donc, quand on est au forfait, on gagne mieux sa vie, et quand on est au temps passé, on ne facture au client que du temps vraiment d'avocat, avec de la plus-value. Merci pour les explications. Du coup, je t'avais laissé les trucs à côté, mais c'est pas grave. Pas de difficulté. On continue le petit tour de table de présentation des solutions de nos confrères avec Charlotte Hugon et la solution, Votre Bien Dévoué. Alors moi, j'ai créé l'application Votre Bien Dévoué il y a maintenant un peu plus de 2 ans, mais l'idée est arrivée il y a 4 ans, parce que je vois Mathieu qui me fait des gros yeux. Mais l'application, le temps de développement est un peu long et est sorti il y a 2 ans et demi. Votre Bien Dévoué, c'est une application qui met en relation les avocats entre eux pour échanger essentiellement des audiences, des postulations et des dossiers. Nous avons eu cette idée avec mon associée Julia Katlama, qui est avocate pénaliste, et moi je suis une avocate de contentieux également, parce que on se rendait compte qu'on perdait beaucoup de temps, et surtout en région parisienne, dans les transports, à attendre en audience, et on s'est dit que pour des audiences notamment de mise en état, même si aujourd'hui elles se font beaucoup par RPVA,
on pouvait, c'était intéressant de faire une application qui permettait de trouver le confrère qui était déjà à l'audience. Donc ça, c'est l'idée de base. Le petit souci qu'on a eu, c'est qu'on a sorti Votre Bien Dévoué en même temps que Facebook a créé les groupes privés. Donc j'imagine que vous êtes tous sur des groupes Facebook où vous échangez des vacations, des postulations. Donc ce qui a un peu mis à mal notre business model, mais c'est pas grave, on a continué. Et donc aujourd'hui, pour les récalcitrants aux réseaux sociaux, il reste Votre Bien Dévoué. Donc on a quand même une dizaine de demandes par jour sur l'application, mais ça ne nous a pas suffi à monétiser. Mais comme toute start-up qui se respecte, nous avons fait un pivot. Un pivot, c'est-à-dire qu'on change d'activité grâce à la première activité qu'on a créée. Et aujourd'hui, en fait, comme on a développé un réseau d'avocats sur toute la France, c'est-à-dire qu'on couvre tous les barreaux français avec des avocats dans chaque spécialité, nous, depuis un an, on fait des partenariats avec d'autres legal tech qui nous envoient tous leurs dossiers pour les avocats de Votre Bien Dévoué. Donc aujourd'hui, on est un peu une espèce d'agents d'avocats, de distributeurs d'avocats. On a traité plus de 400 dossiers en un an et donc ce qu'on développe aujourd'hui, c'est d'aller trouver d'autres partenaires. Donc je peux pas encore dire, mais on est en train de signer avec d'autres legal tech et d'autres plateformes. Certainement, on est en discussion aussi avec des protections juridiques et des sociétés de recouvrement. Et en fait, l'idée, c'est au lieu de donner des dossiers à des cabinets qui va faire des dossiers en masse, un gros cabinet lyonnais, un gros cabinet parisien, eh ben nous on redistribue les dossiers sur toute la France en évitant notamment les doubles frais avec la postulation et le fond. Donc en fait, Votre Bien Dévoué aujourd'hui, on discute avec les plateformes, on se retrouve un peu syndicat des avocats puisque on négocie des tarifs avec eux, des grilles, on met en place beaucoup d'honoraires de résultats pour que ça reste très avantageux pour notre réseau, parce que nous on veut que les avocats soient satisfaits et du coup on va chercher, je crois que il y a une autre table ronde qui expliquera ça, mais c'est que la Legal Tech en fait permet d'aller chercher un marché que n'ont pas encore les avocats. Et en fait, aujourd'hui, on récupère effectivement plein de dossiers avec des honoraires entre 500 et 2000 euros, je dirais, mais qui sont un peu des dossiers récurrents. C'est toujours un petit peu les mêmes matières. Donc, on travaille toujours un peu avec les mêmes avocats qui, grâce à d'autres legal tech, arrivent à automatiser leur process. Et finalement, quand ils récupèrent 5 à 10 dossiers par mois, même à 500 euros, ça devient avantageux. Ce qu'on pouvait pas faire avant sans legal tech. Enfin bon, ça sera développé un petit peu plus tard. Voilà pour la présentation de Votre Bien Dévoué. Merci Charlotte. Et donc on va finir le petit tour de table de présentation avec la solution Bonjour Maître, développée par Stéphane Aguirre, et je vais mettre le site. Mais il faut le tenir en fait pour que ça fonctionne. D'accord. Alors bonjour à tous, donc je suis Stéphane Aguirre, moi j'ai créé en 2015 une legal tech qui s'appelle domainelegal.com et aujourd'hui je travaille avec à peu près 1600 confrères dans toute la France à qui cette legal tech envoie des dossiers tous les jours. Et ces confrères-là, je me suis aperçu qu'il y avait une problématique assez importante. Parce que beaucoup de confrères n'ont pas de site internet, n'ont pas de solution de paiement et n'ont pas de service client à proprement parler, c'est-à-dire soit un secrétariat qui est capable de répondre au téléphone, mais également un secrétariat qui est capable de vendre même la prestation du confrère quand on répond au téléphone. Et donc, en complément de domaine légal, j'ai créé bonjourmaître.com qui apporte ces outils-là aux confrères. C'est-à-dire que Bonjour Maître, le simple fait de s'inscrire sur Bonjour Maître va générer la création d'une page web au nom de chaque cabinet d'avocats, qui présente le cabinet. Donc le texte que vous voulez y mettre est un texte qui est totalement libre. Vous présentez votre cabinet, vous indiquez quels sont vos tarifs. 2 tarifs sont indiqués, parce que je pourrais vous dire tout à l'heure pourquoi, l'objectif étant de faire une entrée en relation avec le client
Donc 2 tarifs sont indiqués, un tarif de consultation téléphonique, un tarif de rendez-vous en cabinet. Et en fait, sur cette même page de présentation du cabinet, il y a aussi un outil dynamique de prise de rendez-vous, de explication de la problématique du client, et également, évidemment, c'est le nerf de la guerre, un outil de paiement de la prise de rendez-vous, sachant que le rendez-vous n'est pris en compte ou la demande du client n'est prise en compte à partir du moment où ce client aura prépayé le rendez-vous ou la demande de consultation téléphonique qu'il aura faite. Donc chemin faisant, je me suis dit qu'en définitive, cette page de présentation était aussi intéressante pour permettre aux confrères d'encaisser des honoraires. Donc l'outil permet de faire ça. Donc j'ai adapté cet outil avec un deuxième service qui s'ajoute au premier, qui est un service qui permet aux confrères d'envoyer leurs factures par une messagerie sécurisée à leurs clients, et cette facture est assortie d'un lien de paiement par carte bancaire. C'est-à-dire que on sait très bien que beaucoup de problématiques de nos confrères, c'est de n'avoir pas de site internet, de ne pas avoir de page web. Donc celle-ci est résolue par la première proposition qui est faite. La deuxième problématique, c'est d'avoir du mal à se faire payer par ses clients. Moi, j'étais dans un cabinet auparavant dans lequel j'étais associé. On faisait 1 200 000 € de chiffre d'affaires. On avait en permanence 300 à 400 000 € d'honoraires dehors. Et donc, c'est une grosse problématique. Et une des solutions pour permettre de régler cette problématique-là, c'est d'arriver à se faire payer par carte bancaire. Et il faut savoir que même quand on se fait payer par carte bancaire, il y a encore une meilleure solution, c'est celle de se faire payer en plusieurs fois. Sachez que statistiquement, le fait de se faire payer ses honoraires en plusieurs fois permet d'augmenter de 22 à 48% son chiffre d'affaires. Donc c'est une solution qui est super intéressante. Donc vous pouvez, grâce à Bonjour Maître Paye, nous l'avons appelé comme ça, envoyer vos factures au client. Ce client va pouvoir la payer par carte bancaire et vous lui proposez de la payer en 1, 3 ou même par abonnement. Donc vous faites une facture sur l'année et tous les mois, votre client sera débité et votre compte sera automatiquement approvisionné. Et puis, autre chose, également, avec Domaine Légal, je me suis aperçu de ça. Je me suis aperçu que on a beau créer des Legal Tech avec des sites internet, les gens, ce qu'ils veulent avoir, c'est un interlocuteur au téléphone. Donc, on crée également un service téléphonique qui est un service client pour avocat. C'est pas juste un secrétariat téléphonique comme on peut trouver, c'est-à-dire avec quelqu'un qui répond au téléphone, qui va dire oui, non, il est pas là, est-ce qu'il y a un message, je prends le message, merci, au revoir, et qui raccroche. Non, là c'est un service client, véritable service client, c'est-à-dire que vous avez au téléphone des juristes qui vont comprendre la problématique que vont exprimer vos clients, qui vont la définir, la qualifier juridiquement et qui vont inciter le client à prendre telle ou telle des prestations que vous, avocat, vous proposez. Et non seulement va l'inciter à la choisir, mais également va lui demander de prépayer cette prestation. Donc, je prends un exemple, puisque c'est sur ce sur quoi nous fonctionnons avec Domaine Légal. Sur Domaine Légal, nous faisons 3 propositions. Consultation téléphonique, rendez-vous au cabinet d'un avocat ou lettre de mise en demeure selon le stade d'évolution de la problématique que rencontre le client. Eh bien, nous avons donc aujourd'hui un service client qui a développé cette expérience-là, qui est tenu par un juriste, par un avocat. Et donc, ce sont des juristes et des avocats qui répondent au téléphone aux clients, qui permettent comme ça de bien comprendre la problématique et de les orienter vers telle ou telle solution. Et une fois qu'on a orienté vers cette solution, on fait payer le client. Eh bien, sur Bonjour Maître, ça sera la même chose, sauf que là, en fait, c'est pas des clients qui viennent de l'extérieur, ce seront vos propres clients vers lesquels que vous pourrez rediriger par ce service client et qui va donc comprendre leur problématique et qui va leur dire, ben voilà, vous voulez un rendez-vous avec Maître Untel, ce rendez-vous avec Maître Untel, je vous propose pour tel prix, vous pouvez avoir ce rendez-vous tel jour et je vous demande, et vous pouvez le régler, je vous envoie un lien de paiement par carte bancaire et le client vous aura donc payé votre rendez-vous préalablement à être venu chez vous. Voilà comment ça fonctionne. Donc globalement, ce sont ces 3 services-là. Pardon, une question, et combien ça coûte ? Alors ça coûte rien, en fait. Ça coûte, si, ça a un coût nécessairement. Ça a un coût pour nous comme pour le confrère. Mais en fait, s'inscrire sur le site, c'est totalement gratuit. Et en fait, il y a juste des frais de service qui sont pris à chaque opération. Pour une prise de rendez-vous, par exemple, des frais de service seront prélevés à hauteur de 8,25 €. Pour le service de paiement par carte bancaire, c'est un pourcentage du montant que vous pouvez même faire payer par le client en ajoutant cette somme en choisissant une option qui est de dire ben voilà, je veux que ce soit le client qui paie les frais. Ce sont des frais de 1,85% du montant de la facture. Merci pour ces présentations. Donc vous le voyez, c'est de toute façon l'objet de cette table ronde de voir comme quoi les Legal Tech ça peut donc générer des outils pour faciliter notre exercice, notre profession. Vous êtes tous avocats, vous avez eu cette idée au début, vous avez développé les solutions. Dans le cadre du développement de ces solutions, donc on voit qu'il y a des applications, on voit qu'il y a des outils pour
pour Inca Avocat. Comment vous avez procédé pour vous mettre en lien avec des développeurs? Comment vous avez valorisé ça? Et surtout, du coup, comment vous avez créé ce lien avec vos partenaires, j'ai envie de dire, techniques et associés techniques? Alors, je prends la parole parce que j'ai eu beaucoup d'expérience avec les développeurs. D'abord, on a créé une première application qu'on a voulu hyper performante. On voulait qu'elle fasse absolument tout, de la géoloc, etc. Parce qu'on s'est dit, les avocats vont être hyper exigeants, il faut qu'on leur apporte quelque chose vraiment qui marche super bien. Et donc, on s'est lancé dans une application très 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 compliquée. Et donc, je vous dis tout ça parce que si vous avez l'intention de créer quelque chose, faut surtout pas faire ça. Il faut commencer par le minimum, qui est le minimum valuable product. Je vois les deux qui me regardent. Le MVP, c'est-à-dire rendre le premier service que vous voulez donner, et c'est ça qu'il faut développer. Donc, si vous voulez créer une application ou un site ou un service, commencez par quel besoin vous voulez rendre, et puis tester comme ça en faisant développer une première fonctionnalité. Donc je vous dis ça parce que nous on a développé une première application et le développeur a disparu de la circulation et on s'est retrouvé à avoir payé quand même 30 000 € pour quelque chose qu'on ne pouvait plus utiliser. Mais bon voilà, c'était il y a 5 ans, donc on était les premiers, on a payé les pots cassés. C'est pour ça qu'on a fondé Avotech aussi, pour se dire faites surtout pas ça. Donc ensuite nous on a levé des fonds. Et là, on est passé aux choses un peu plus sérieuses, et on a fait un casting de développeurs. On a contacté les clients des développeurs pour savoir comment ça s'était passé. On a pris une agence où il y avait 10 salariés. On n'a pas pris quelqu'un qui était en free, parce que du coup, quelqu'un qui est en free, s'il disparaît, il n'y a plus personne derrière. Donc voilà comment. Et pour la deuxième application, on a retiré des fonctionnalités, alors qu'on pensait que 2 ans après on en aurait rajouté, et on a fait le contraire. Mais aujourd'hui ça marche beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fluide. Dans cette agence, du coup, il y a aussi quelqu'un qui nous a aidé dans l'UX. L'UX, c'est l'expérience utilisateur, parce qu'on s'en rend pas compte, mais de faire cliquer sur un bouton, c'est toute une réflexion et toute une maquette derrière. Si c'est simple, ça veut dire que derrière ça a été énormément travaillé. Quand on monte une start-up, en général, ce que je conseillerais, et encore une fois, on l'a pas fait parce que nous c'est des prestataires extérieurs, mais c'est qu'on se rend pas compte que la tech, c'est vraiment un point central de la société, et donc on a quand même tout intérêt à s'associer tout de suite avec ce qu'on appelle un CTO, un technique, chef technique officer, chief technique officer, parce que en fait, c'est le point central d'une legal tech, parce que comme son nom l'indique, il y a de la tech, et voilà, et donc il vaut mieux avoir quelqu'un dans son équipe qui est prêt aussi à attendre que les résultats tombent. Et parce qu'il est associé. Et j'ai plus de mots. Voilà. D'autres retours d'expérience par rapport au choix que vous avez fait avec vos techs? Vas-y. Effectivement, il faut avoir dans son entourage quelqu'un qui soit capable d'intervenir, parce qu'il y a toujours des problématiques techniques, et c'est important. Alors moi, j'ai fait un choix dans mon entourage, puisque j'ai un fils qui est développeur. Je l'ai formé depuis tout petit à développer les sites, à développer les applications, en disant tu verras papa dans quelques années. Voilà. Bon, mon problème c'est que mon fils est développeur, mais il est maintenant parti aux États-Unis, il travaille là-bas, il travaille pas pour moi. En revanche, mon fils a des amis, heureusement, et il m'a orienté vers un ami, et en effet, cet ami que j'ai eu au téléphone encore tout à l'heure a développé le site bonjourmaître.com. Et comme l'a dit Charlotte, ce qui est très important, c'est que quand il n'est pas dans votre entourage familial proche, il faut qu'il fasse partie de votre actionnariat, qu'il fasse partie du groupement, pour qu'il soit vraiment impliqué. Et donc du coup, Raphaël, notre développeur, bénéficiera d'un nombre d'actions dans la société qui sera égal à celui des autres, de façon à être impliqué de la même manière. Et c'est vrai qu'il est très impliqué. Donc, mais c'est vrai que c'est très important. Merci Stéphane. D'autres retours d'expérience? Ouais, Justine.
Donc moi j'ai travaillé en agence avec des développeurs et là je suis en train de monter un outil, donc j'en parlerai pas aujourd'hui, mais tout ça pour dire que pour commencer par un prototype moins coûteux et y consacrer aussi moins de temps, sortir le premier prototype plus vite, il y a une technique aujourd'hui qui s'appelle le no-code et qui permet de pouvoir sortir une application, par exemple, en 15 jours, voire une semaine. J'ai suivi une formation qui nous permettait de développer un clone de Airbnb en une semaine, donc c'est possible, pour tester vraiment un premier projet. Donc voilà, je donne ce conseil. Merci. Oui, Corinne ? En fait, il faut faire attention. Alors, le développeur est aussi capricieux que le micro. Faut parler, quand on parle, ça marche. Voilà. Alors, l'application, elle est née, en fait, d'une journée de confinement où j'avais reçu énormément de mails, dont je parlais tout à l'heure, avec des accumulations de pages, de différents formats, voilà. Et j'en ai parlé à mon fils, qui est pas développeur, mais qui est un geek, et qui m'a dit, mais maman, la solution, c'est tout simple, c'est une application. Et ensuite, j'ai rencontré Elodie Manon-Villers, avec qui j'en ai parlé. Elle me dit qu'elle avait également la même idée. Et on a commencé à travailler ensemble autour d'Ink-Avocat dans ces conditions-là. Mon fils a fait un prototype, une VO, une V0, qui nous a permis de voir que tout fonctionnait. Et puis ensuite, on a fait le choix de prendre un développeur professionnel qui nous envoie des factures, qui nous donne ses disponibilités quand il veut bien, qui est jamais là, qui répond pas, mais qu'on aime. On l'aime encore. Mais voilà. Non, il sait parfois être très souple et parfois pas du tout. Mais voilà, le monde de la tech, c'est aussi ça. C'est des développeurs qui vous donnent des rendez-vous à 6h du mat. Et nous, on avait compris 18h, donc forcément, on n'était pas là. C'est être à leur disposition, un peu comme quand vous êtes casté par une femme de ménage ou une assistante maternelle. Votre développeur vous caste. Voilà, vous avez l'impression de le choisir, mais c'est lui qui vous choisit. Et voilà, c'est une vie un peu parallèle. Voilà, il faut y être préparé. Merci pour ces retours d'expérience de confrontation des cultures entre le juridique et le tech. J'ai envie de dire ensuite, deuxième point, on dit souvent que les legal tech vont prendre les marchés des avocats, que attention, c'est les avocats contre les legal tech, attention, haro, il faut se battre contre les legal tech. On sait qu'on parle entre, je pense, personnes convaincues que c'est pas du tout le cas. Au contraire, on voit que vous avez développé des solutions qui favorisent l'exercice de votre cabinet. La deuxième table ronde, on va voir, ça permet aussi de développer son chiffre d'affaires, de capter des marchés, comme a fait un peu le teasing tout à l'heure Charlotte. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à cela, par rapport à ce que vos applications peuvent apporter dans le cadre de l'exercice de la profession de nos confrères, et en quoi développer une EgalTech, au final, c'est positif? Pour Applicable, l'apport il a été immédiat, c'est un gain de productivité énorme. C'est rendre un meilleur service à ses clients tout en y consacrant moins de temps. Ça me paraissait une équation impossible. Et c'est un peu le miracle de la tech. Et quelle était la question? Pardon. Et en fait, oui, l'idée, moi, j'ai pas du tout un esprit tech, je suis pas du tout geek, j'ai pas d'enfant développeur, mais j'utilise comme tout le monde des trucs comme Amazon, etc., où on reçoit en permanence une information. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que nous, avocats, on n'aurait pas comme ça des outils modernes pour nous aider dans notre relation avec nos clients? Et effectivement, déjà lutter contre, je pense que c'est perdu d'avance. On n'a aucune chance contre des très grosses boîtes, etc. Donc, au contraire, approprions-nous les outils, tirons-en le meilleur parti. Et alors, pour vous dire, au cabinet, ça a pris du temps. L'application, elle a pris 9 mois entre l'idée et le jour où on me l'a livrée au cabinet, évidemment en retard. Ça a coûté 10 000 € que ma banque m'a prêté et que j'ai fini de rembourser. Donc, si ça devient une legal tech hors du cabinet, ça coûtera plus cher, etc. Mais c'est pas du tout un objectif inatteignable. C'est juste, ça demandait un peu de temps, un peu de courage, mais ça se fait. Et puis, c'est très chouette. On se sent tout d'un coup un peu upgradé. On a fait quelque chose de nouveau. On travaille d'une manière qui est plus sympa, plus fluide, plus facile. C'est foncé. Il ne faut pas lutter contre la vague, il faut surfer la vague. Et c'est super important. Et effectivement, en l'occurrence, il est important que nous, avocats, nous insérions dans ce mouvement qui aujourd'hui consiste à se rapprocher des clients et avoir des outils qui permettent d'être beaucoup plus proches et beaucoup plus facilement accessibles pour nos clients. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais je vous garantis que c'était super intéressant. Ça te reviendra après, c'est pas grave. Si ça te revient, tu nous dis.
Alors, Vas-y. Alors, non, ce que je voulais dire, c'est que au-delà de la transmission des pièces et du temps sauvé, évidemment, puisque la productivité a du sens, c'est aussi un outil de se tourner vers la satisfaction du client. Je trouve que nos professions sont mal notées par les clients, que ce soit en termes de disponibilité ou en termes de retour d'expérience, et de donner aux clients l'occasion d'avoir un outil qui est dédié à la production des pièces, certes, mais surtout qui évite des crispations en début de relation, parce que forcément, quand je l'appelle 12 fois pour lui dire que j'ai pas la page 12 de son contrat de mariage et que je voudrais bien avoir aussi le recto et le verso de son avis d'imposition, il y a un moment où voilà, on est quand même sur des chemins un peu tendus dès le début de la relation, et c'est un peu dommage. Et surtout, on devient quand même beaucoup plus réactif. On est censé quand même pouvoir réagir sur des situations d'urgence. Or, la production des pièces, c'est parfois quelques jours pour certains, ça peut aller jusqu'à quelques semaines et des fois quelques mois, alors qu'on est sur des domaines qui nous demandent d'être présents et réactifs. Donc je pense que voilà, l'intérêt du client, c'est aussi de reconnaître chez son avocat une disponibilité et de pouvoir compter sur lui. Qu'est-ce qui se passe si vous changez de développeur? Est-ce que les informations passent de l'un à l'autre, qui appartient à des codes sources? Comment faites-vous juridiquement? Ça nous appartient à nous. On a fait des contrats et ils nous ont cédé tous les droits. C'est nos codes, c'est notre propriété. En fait, la question, elle est pas sur la propriété et sur le juridique. C'est de savoir comment il a codé. La difficulté, c'est de trouver un développeur qui est capable de reprendre ce qu'a fait l'ancien. Qui a codé avec le même langage. Alors, comme disait Justine, je crois, il y a des techniques de no-code. Moi, je sais que votre bien dévoué, aujourd'hui, on l'a développé tout le back-office. C'est un système qui est mis en place par Google. Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple puisqu'il y a beaucoup de développeurs qui savent utiliser ce système. Ensuite, le front, c'est ce que vous voyez sur l'application. C'est du manuel, mais avec des langages officiels. Parce que je vous racontais tout à l'heure mes déboires avec mon premier développeur, c'est que c'était un génie, mais en gros, quand j'allais voir plein de développeurs, on m'a dit c'est super ce qu'il a fait, mais c'est comme Gaudi. C'est infini, on peut pas finir, on peut pas reprendre. Voilà, c'est beau, mais c'est-à-dire qu'il a fabriqué lui-même la vis et le boulon. Voilà. Et voilà, si je réponds à vos questions. Donc, on est propriétaire de nos codes, et c'est pour ça que c'est important d'aller voir, de se renseigner sur le langage, et voilà, prendre des informations là-dessus avant de commencer avec un développeur. Merci. Vas-y, Stéphane, ça s'est revenu, je crois. La question initiale était, il faut ne pas avoir peur de ces développements parce que l'objectif n'est pas de piquer des clients aux avocats, c'est au contraire augmenter le nombre de personnes qui viennent vers nous. Je vais vous donner 2 chiffres qui sont très parlants. Un sondage avait été fait selon lequel, auprès de personnes qui éventuellement auraient affaire à des avocats, on leur avait posé la question de savoir s'ils feraient appel à des avocats. Et ils disaient non, il y a 50% des personnes qui disent moi je ne règle pas mes problématiques juridiques parce que j'ai peur d'aller voir un avocat. Différentes peurs sont là, c'est le prix, on est impressionné par la science qui émane de nous, etc. Et puis c'est compliqué de s'approcher d'un avocat. Donc 50% des personnes qui ont un problème juridique ne le résolvent pas par les voies de droit. Ça, c'est le premier chiffre. Deuxième chiffre, chaque année, il y a 2 millions d'affaires qui viennent devant les tribunaux. Donc ça veut dire qu'en gros, ces 2 millions d'affaires, ça représente 50% des problématiques qui pourraient être réglées par les voies de droit. Donc nous avons aujourd'hui une marge de 2 millions de dossiers supplémentaires que nous pouvons aller chercher. Et on pourra aller les chercher que si justement on fait tomber ces obstacles qui sont la peur de la justice, la peur de l'avocat, et dont le prix fait partie, évidemment. Donc, les legal tech sont destinés à faire ça, justement. Et c'est la raison pour laquelle c'est au contraire de prendre des dossiers aux confrères, c'est justement d'augmenter le marché sur lequel on travaille. Merci pour cela. Oui, Justine, un complément ? Juste rajouter que si vous avez un projet d'innovation, vous n'êtes pas obligé de passer en direct avec des développeurs. Vous pouvez aussi vous appuyer sur le travail de chefs de projet ou d'interlocuteurs qui sont aguerris en gestion de projet web ou en gestion de projet d'innovation.
et qui permettront de traduire vos besoins et de voir avec le développeur, l'équipe technique, les faisabilités, etc. De cadrer un périmètre et de dresser un cahier des charges correct pour vous éviter des mauvaises surprises, justement. Et donc, c'est ce qu'on propose aussi chez Entre Confrères. Merci beaucoup. Et donc, la solution Entre Confrères, si vous l'avez compris, vous pouvez donner davantage d'explications, du coup, encore à Justine après. Donc, on l'a vu, développement de marché, optimisation des process, mais aussi, j'ai envie de dire, donc, Justine le disait, amélioration aussi du fonctionnement, marketing. Peut-être, Émilie, un complément par rapport à cela, sur les modalités un petit peu, ta démarche de vouloir un petit peu former et améliorer le développement et la relation avec les clients. Moi, en septembre, j'ai une activité hyper chargée. J'ai plein de clients qui viennent, ils me disent OK, j'ai démissionné, je veux devenir marchand de biens, je veux investir à Nantes, je suis nantaise. Bon, clairement, le marché nantais, c'est à peu près la même chose que dans pas mal de l'agglomération. Clairement, il n'y a rien. Et moi, c'est impossible, c'est très très difficile. Les gens qui n'ont pas de financement, qui n'ont rien, qui démissionnent, qui sont en train de probablement, j'allais dire bousiller leur vie, mais pas loin. Et là, je me dis, ouch. Et c'est là, pour le coup, qu'effectivement, nous, je trouve qu'on a un rôle hyper important, et moi, c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, j'ai voulu monter Freytag, c'est être en capacité de dire, tiens, pendant que vous êtes sur la plage et que vous regardez des vidéos sur comment devenir marchand de biens, toi qui fais de l'immobilier, tu les vois aussi après, et je démissionne, et mince, c'est catastrophique, c'est plutôt se dire, avant de démissionner, prenez le temps de vous renseigner auprès d'un avocat qui va avoir la possibilité de vous donner des informations justes, car rien à vous vendre derrière, à part son conseil, sa science, son accessibilité. Et effectivement, l'objectif de la formation, c'est ça, c'est leur permettre de pouvoir avoir accès à un avocat, à des informations claires avant la catastrophe. Je réponds pas du tout à ta question, on est d'accord? Mais c'est pour répondre aussi à celle que tu posais avant, mais effectivement, c'est se dire, tiens, quel est le rôle à nous, avocats, le tuto fiscal. Alors non, c'est pas si facile que ça d'être marchand de biens. Si vous avez envie de quitter la profession d'avocat pour faire un truc vachement plus cool, c'est-à-dire passer votre temps sur la plage, il y a des solutions, mais démissionnez pas tout de suite. Ça va être compliqué. Mais non, c'est ça, c'est essayer de faciliter aussi l'accès au droit, vulgariser le droit, permettre à toute personne d'être en capacité de comprendre aussi ses obligations juridiques. Et ça, on a tous la capacité de le faire. C'est juste qu'il nous manque peut-être ce moyen d'accès, et je pense que la technologie, c'est ça que ça nous offre. Il y en a plein qui le font à notre place. Ce serait peut-être bien ce serait peut-être bien qu'on reprenne ce pouvoir qui est la divulgation et la vulgarisation d'informations juridiques pour nos clients et plus généralement. J'ai toujours pas répondu à ta question. Non, mais t'inquiète, peut continuer. Merci en tout cas pour ces précisions. Donc on voit les legal tech, il faut pas forcément les laisser se développer en dehors. Les incubateurs, les associations telles que Avotech sont là pour accompagner et aider les confrères à développer leurs solutions. Et vous en êtes le bel exemple. Donc félicitations. Je vais laisser la main à Sophie Nérol pour mener les éventuelles questions que vous pourriez avoir. Le micro, voilà. Donc merci à tous et bravo, merci de vouloir aider la profession. Alors vulgariser la fiscalité, beau travail. Merci pour vos expériences, retour d'expérience. On a vu que certains ont réussi à être flexibles, à changer. Bravo pour vos pivots, c'est bien, c'est des bons exemples. Alors notre confrère Bernard Vidal a commencé les questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? C'est le temps avant la pause, avant qu'on passe à la prochaine table. Oui. Tout à l'heure, on a parlé des Américains, de surfer la vague, etc. C'est vrai qu'il y a une bonne partie des outils qui aident à développer nos propres outils qui sont hébergés aux États-Unis sous des conditions générales qui font 57 pages en caractère 8. Et moi je me pose la question dans quelle mesure je dois regarder ces 57 pages ou me lancer en osant essayer plusieurs choses et tâtonner. Est-ce que vous lisez tout et en vous disant peut-être que le CNP ou la CNIL va me taper sur les doigts pour mon RGPD, ou est-ce que vous essayez, vous faites confiance et vous vous dites on verra plus tard? La question, elle est juste sur personne n'utilise de legal tech américaine, non? Je dis des bêtises. Par exemple, nos codes... Ah, d'accord. Bah alors il faut rien lire et y aller. Je pense que c'est ça la réponse. Voilà. Il y a des versions françaises, il y a des versions européennes, il y a des versions qui sont plus respectueuses aussi que les versions américaines. Parce qu'il y a des outils performants, je pense par exemple à Active Campaign, qui peuvent très
y a une étude de Harvard Business Review il y a 10 ans qui voyait aux États-Unis comment les avocats réussissaient quand ils devenaient entrepreneurs versus des entrepreneurs. Et les avocats, en fait, on a tellement peur du risque qu'on échouait plus que des gars un peu foufous qui avaient la réponse, Charlotte, parce que c'est vrai, ils sont fonceurs. Non, mais je pense surtout qu'on se pose les mauvaises questions, parce qu'en fait, je vous dis, lisez pas, mais ensuite, une fois que vous avez créé votre application, c'est vous qui mettez, ou votre légataire, c'est vous qui mettez les règles pour l'utilisation. Enfin, vous voyez, je comprends pas très bien du coup la question. La captation de données, si on utilise plusieurs applications différentes qui s'interfacent, une de ces applications peut engendrer l'hébergement de données à l'étranger, ce qui en soi, quelle que soit la déclaration qu'on en fait, n'est pas compatible avec les étrangers. Alors, il va falloir venir vendredi prochain à la formation de Christophe Landa qui va faire sur la cybersécurité. Juste une petite intervention très rapide là-dessus, justement, parce que il faut arrêter de diaboliser comme ça les États-Unis. Je pense notamment à Amazon Web Service, qui est un serveur qui est très utilisé par les développeurs, justement. Mais il se trouve que moi, dans le cadre de mon activité, j'ai eu à contacter Amazon pour justement leur demander quels outils juridiques ils avaient mis en place depuis ceux qui connaissent l'abrogation du Privacy Shield, qui était la décision d'adéquation qui permettait de transférer des données depuis l'Europe vers les États-Unis. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le propos, mais le travail est fait quand même. Et aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il y a une dizaine de pays dans le monde qui bénéficient d'une décision de la Commission européenne qui permet de transférer les données. On dit le pays de transfert est aussi sûr que les pays de l'Union européenne. Il n'y en a qu'une dizaine. Donc ça veut dire qu'avec tous les autres pays, on fonctionne sans ces outils. Et en l'occurrence, on fonctionne, alors je fais très très vite, avec des clauses contractuelles types, avec des binding corporate rules, enfin bref, toute une série d'outils qui existent. Ce qui est le cas par exemple avec Amazon Web Service. Alors je comprends l'inquiétude, mais par contre la question est très bonne, c'est est-ce qu'on lit tout ? La difficulté, c'est que moi je suis aussi associé dans une start-up, j'avais plutôt tendance à avoir le pied sur le frein en permanence, c'est un peu le chat noir de la start-up. Et c'est vrai qu'il y a une appétence à aller très vite, ce qui est assez impressionnante et qui déstabilise un petit peu quand on est dans ces entreprises. On apprend beaucoup, puis on apprend à travailler vachement plus vite du coup, pour essayer de tout mettre au carré. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ne faut pas non plus être figé sur l'idée grand public qui consisterait à dire que par exemple concernant les États-Unis, on n'est pas dans les clous, c'est pas vrai. Voilà, je m'arrête là, mais on le verra effectivement vendredi prochain. Merci. D'autres questions ? Oui, alors moi je voudrais savoir, j'ai une question pour Ganaël Soussan. J'ai été très intéressée par votre présentation concernant votre application. Je voulais savoir si vous l'avez conservée pour vous pour l'instant ou vous avez commencé à la développer pour la présenter à d'autres confrères. Pour l'instant, elle n'existe que pour le cabinet et l'étape que j'aimerais passer, c'est effectivement de créer une société à part qui va porter le projet pour pouvoir le proposer aux confrères. Et ça demande beaucoup plus de fonds, beaucoup plus de temps, donc c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire toute seule. Mais c'est mon projet, oui, ce serait la phase 2. Oui, une question au fond. Moi, je vais vous dire, c'est contre-intuitif, mais ce que je constate, c'est que comme je suis moins agacée par des demandes de où en est mon dossier, je dois aller chercher le bulletin de mise en état dans mon agenda, etc., du coup, je suis plus sympa avec les clients. Et puis quand ils appellent, c'est parce qu'ils ont... non, mais je vous dis la vérité. Hein. Quand ils appellent, eux aussi, ils sont plus détendus. Et ils appellent pour une vraie question, ou ils envoient un mail parce qu'ils ont un vrai sujet. Et donc, l'échange est qualitatif. Tout ce qui est standardisable, ça passe par la machine. Et tout ce qui est de la vraie plus-value, ouais. Et donc, je trouve qu'on a des échanges de qualité. Maintenant, je vous rassure, il y en a qui sont rétifs. Qui ne veulent pas passer par l'outil, bon, c'est pas grave. Je les facture à l'heure. Et je voulais... je voulais juste ajouter quelque chose. Je pense que ça dépend aussi du type de dossier qu'on traite. Il y aura Benjamin Mérès qui sera sur une table ronde tout à l'heure, qui lui avait développé un outil pour tout ce qui est demande d'indemnité pour les retards de vol grâce à la directive de 2014. Et ça, c'est des dossiers où le client veut récupérer 300-400 euros. Et en fait, il s'adresse un peu à une machine. Donc, effectivement, pour ce type de dossier, la standardisation et l'automatisation posent pas de problème à personne. Et je pense que la LegalTech remplacera jamais, effectivement, dans un dossier pénal ou dans un dossier qui tient plus à cœur pour le client, le contact humain avec l'avocat. Je peux ajouter peut-être une petite anecdote. Effectivement, le côté humain est absolument essentiel.
on a des outils, mais ce ne sont que des outils. Il faut vraiment bien se dire ça. Je vous donne un exemple. Un jour, moi, j'ai un client, je partais en week-end, j'ai un client qui pose une question sur mon site Domaine Légal, et je prends en charge la question. Et je me suis dit, bon, j'ai pas le temps de lui... C'était une demande de consultation téléphonique. J'ai pas le temps de le rappeler. Donc je me dis, bon, je vais répondre à sa question. C'était une question sur le stationnement, il avait été verbalisé, etc. Bon, il pose sa question. Et moi, je lui réponds directement sur le site, parce qu'on a une messagerie sécurisée qui permet de faire des consultations écrites. Donc je lui fais un truc assez chiadé, avec tout le rappel de tous les textes, etc. Et du fait qu'il était pas tout à fait dans son bon droit, et que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de chance, etc. Bon, je lui fais une consultation, mais comme je partais en week-end, j'avais pas le temps de le rappeler. Bon, j'envoie la consultation. Et puis je partais en week-end, c'était un week-end prolongé, pour moi en tout cas, mais au bureau, il y avait quand même un secrétaire. Et le lundi, elle m'appelle en me disant, je suis en train de me faire insulter par un client qui a posé une question et qui nous dit qu'on est des escrocs, qu'on a encaissé, parce que c'est 29,90 € la consultation, on a encaissé 29,90 € et qu'il n'a pas sa réponse. Je lui dis, mais il plaisante, je lui ai fait sa réponse vendredi avant de partir, c'est très, très détaillé, etc. Donc passez-le moi. Je lui passe, alors je me le passe, et je lui dis, alors monsieur, il paraît qu'on est des escrocs. Et puis bon, évidemment, il se radoucit parce que vis-à-vis des secrétaires, ils sont très agressifs, mais quand ils ont au téléphone un avocat, déjà, c'est beaucoup mieux. Donc, une des premières leçons, c'est la raison pour laquelle chez Bonjour Maître, ce sont des avocats qui répondent au téléphone ou des juristes. Donc, ça permet aux gens d'être tout de suite plus apaisés, parce que ces gens-là sont des gens qui sont en stress automatiquement. Donc, cette personne tout de suite m'a au téléphone, il devient beaucoup plus aimable qu'il n'était avec ma secrétaire. Et je m'aperçois qu'en fait, ce qu'il avait demandé, lui, ce qu'il souhaitait, il avait coché sur la case consultation téléphonique, il voulait avoir un avocat au téléphone. Point. La consultation écrite, elle avait beau être parfaite, extrêmement détaillée, il n'en voulait pas. Premièrement. Et deuxièmement, pourquoi il n'en voulait pas ? Enfin, il voulait avoir un avocat au téléphone, donc il a été rassuré de m'avoir au téléphone, ça c'est très important. Et la deuxième raison pour laquelle il voulait m'avoir au téléphone, c'est qu'il ne savait pas lire. Et voilà. Et je dis, mais comment vous avez fait pour poser votre question sur notre site ? Ah ben c'est mon fils qui l'a fait, mais moi maintenant je me retrouve confronté à la réponse dont j'ai besoin et je peux pas l'avoir parce que vous m'avez répondu par écrit. Donc tout ça pour illustrer le fait que la technologie c'est bien, mais effectivement l'avocat qui est derrière est essentiel. Et c'est ça qui est important. Ce ne sont que des outils qu'on met en place. Merci, on a bien compris la valeur ajoutée, et l'importance de l'avocat, bien sûr, et pas que les outils. Donc, merci pour ces points-là. François, peut-être un petit mot avant qu'il y aura une petite pause 5 minutes, et après c'est la deuxième table. Donc, le temps que la deuxième table s'installe. Non, rien de plus. Merci aux intervenantes et intervenants pour la qualité de vos interventions.